ma gratitude, ma timidité et mon excuse. On entend bien ? Ma gratitude à l'endroit des responsables des rencontres philosophiques de Monaco pour m'avoir invité dans cette prestigieuse maison, ce qui m'est douceur et joie. Ma timidité de devoir parler après Julia Kristeva. Et mon excuse d'avoir finalement infléchi un peu le sujet qui est le mien. Je devais parler de la pudeur et de l'intimité. Je vous parlerai plutôt de la pudeur dans le soin. Manière pour moi aussi de rendre hommage aux nombreux soignants ou apprentis soignants qui sont dans l'Assemblée. On raconte que la belle Pauline de Théus et le bel Angelo Pardi tombèrent amoureux l'un de l'autre au premier regard, et que leur amour fut si fort qu'à peine s'étaient-ils regardés que tous deux désirèrent cueillir dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. On raconte pourtant que jamais la belle Pauline et le bel Angelo ne cueillirent dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour, qu'en somme leur amour demeura platonique, comme disent même ceux qui n'ont pas lu Platon. Et pourquoi cet amour ne s'incarna-t-il pas ? Et pourquoi cet amour demeura-t-il un amour des seules âmes et jamais amour et des âmes et des corps ? Eh bien, parce qu'il paraît que Pauline et Angelo étaient des êtres pudiques, et d'une telle pudeur que jamais ils n'osèrent l'un envers l'autre ces gestes de tendresse élémentaires que nous avons en partage avec nos compagnons les animaux. Il faut dire cependant que Pauline était mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, le marquis de Théus, homme qu'elle respectait infiniment au point de presque l'aimer, mais comme disait Yankelevitch, le respect n'est pas l'amour. Le respect, c'est peut-être un amour qui s'arrête en chemin, un amour qui n'ose aimer. Et le marquis et la marquise vivaient depuis longtemps dans un état de quasi-chasteté. Quant à Angelo, eh bien, il s'agit d'un hussard qui a fui l'Italie pour des raisons politiques et qui arrive en Provence au début des années 1830, mais il se trouve qu'alors toute la Provence est ravagée par le choléra qui décime la population. Et c'est précisément pour fuir l'épidémie de choléra que Pauline et Angelo cheminent à dos de cheval dans la Provence, profondément amoureux l'un de l'autre, mais si respectueux et pudiques qu'ils n'osent se le dire. Rappelons que le respect, c'est un sentiment qui maintient à distance, comme disait Kant, que tenir en respect, c'est tenir à distance. Jusqu'à ce qu'un soir, et je vous lis un petit passage du roman de Jean Giono, bien sûr, Le hussard sur le toit, qui nous raconte l'histoire de ces amours inaccomplis entre Pauline et Angelo, jusqu'à ce qu'un soir, un peu avant la tombée de la nuit, ils arrivèrent au rebord du plateau. Ils s'installèrent, Angelo fit du feu, puis vint un long moment où ils se regardèrent tous les deux longuement dans les yeux. Minute muette qui séparait encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Angelo, plein d'espoir de ce qu'il venait d'apercevoir dans les yeux de Pauline, était sur le point de rompre le silence lorsqu'il vit le regard de la femme qu'il aimait changer tout à coup de nature. Pauline le regardait d'un air stupide. Avant qu'il crie « Qu'avez-vous, Pauline ?» Elle eut comme un reflet de petit sourire encore charmant et elle tomba lentement, pliant les genoux, courbant la tête, les bras pendants. Comme il se précipitait à ses côtés, elle ouvrit les yeux et fit manifestement un effort pour parler, mais elle vomit un petit flot de matière blanche et grumeleuse, semblable à de la pâtée de riz. Il tira les bottes de la jeune femme. Les jambes étaient déjà raides, les mollets tremblaient, les muscles tendus faisaient saillie dans la chair. De la bouche, des petits gémissements très aigus sortaient. Il remarqua que les lèvres se retroussaient sur les dents et que la jeune femme avait une sorte de rire cruel et même carnassier. Les joues s'étaient creusées et palpitées. Il se mit à frictionner de toutes ses forces les pieds glacés avec de l'alcool, car il paraît que seul cela permettait de repousser le choléra. Mais il sentait le froid fuir de ses doigts et monter dans la jambe. Il souleva les jupes de Pauline, une main de glace saisit sa main. « Laissez-moi, dit Pauline, j'aime mieux mourir. » Angelo répondit, il ne savait pas de quoi. Cette voix, bien qu'étrangère, le mit dans une sorte de fureur tendre. Il se débarrassa de la main avec brutalité et arracha les lacets qui nouaient la jupe à la taille. Il déshabilla la jeune femme comme on écorche un lapin, tirant les jupons et un petit pantalon de dentelle.
Il frictionna tout de suite les cuisses, mais les sentant chaudes et douces, il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes, aux genoux qui étaient déjà pris par la glace et bleuissaient. Les pieds étaient blancs comme de la neige, il découvrit le ventre et le regarda avec attention. Les gémissements de la jeune femme jaillissaient maintenant assez fort sous le coup de spasmes. Elle continuait à vomir des matières grumeleuses et blanchâtres. Angelo sentit se répandre une effroyable odeur. Il se demanda d'où elle venait. Pauline avait commencé de se salir par en bas. Il nettoya soigneusement tout et plaça sous les fesses une alaise faite de lingerie brodée qu'il avait sortie de la petite valise. « Il faut lui faire boire du rhum par force, dit-elle. » Il s'efforça de desserrer les dents, il y parvint, la bouche s'ouvrit, il versa le rhum peu à peu. La déglutition ne se fait pas tout de suite, puis l'alcool disparut comme de l'eau dans du sable. Il ne savait que frictionner sans arrêt. Ses mains lui en faisaient mal. Il renouvelait à chaque instant les pierres chaudes. Il tira avec précaution la jeune femme le plus près possible du feu. La nuit était devenue extrêmement noire et silencieuse, et puis tout se calma enfin. À bout de force, il reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement, et il s'endormit. Il a donc sauvé Pauline du choléra. Le lendemain matin, une douleur à l'œil le réveilla. Il vit rouge, ouvrit les yeux, c'était le jour. Il ne savait pas sur quoi de doux et de chaud sa tête reposait. Il se voyait recouvert jusqu'au menton par les pans de son manteau. Il respira fortement, une main fraîche toussa sa joue. « C'est moi qui t'ai couvert, » dit la voix de Pauline. « Tu avais froid. » Il fut sur pied instantanément. Pauline le regardait avec des yeux presque amoureux. « J'ai dormi, se dit-il, mais à haute voix et d'un ton lamentable. »« Tu étais à bout de force, dit-elle. » Il posa des questions de façon très abracadabrante et fit 3 à 4 fois sans aucune utilité l'aller et le venu entre la carriole et le chevet de Pauline, ne sachant ce qu'il voulait faire ni ce qu'il ne devait dire. Il eut à la longue l'esprit de tâter le pouls à la malade, les pulsations étaient bien marquées. « Vous avez été malade, dit-il avec force, et comme s'il avait été nécessaire de trouver une excuse à quelque chose. Vous l'êtes encore, il ne faut pas bouger. Je suis bien content. » Mais il vit alors le ventre et les cuisses nues de Pauline, son visage s'empourpra. « Je suis seulement brisée, dit-elle, mais toi, je suis fort bien, dit Angelo. Il suffit que je voie ce rose timide qui commence à toucher le bon endroit de vos joues. Cela signifie que vous êtes guérie. D'ailleurs, laissez-moi prendre votre pouls. Donne-moi la main, dit Pauline. Et Angelo prend la main de Pauline, mais ne fait que prendre la main de Pauline, parce qu'il s'agit d'un homme si pudique qu'il n'ose pas les gestes de tendresse élémentaires qu'elle attendait peut-être de lui. À ce passage du Sartre sur le toit de Jean Giono, j'ajoute un passage d'un autre roman de Jean Giono, qui est aussi une scène de soins, qui se trouve dans Mort d'un personnage. C'est un admirable petit livre où Giono raconte la fin de la vie de Pauline de Théus, qui a laissé Angelo partir, qui s'est remariée, qui a eu des enfants, et un petit enfant qu'étrangement, elle veut qu'on appelle Angelo. Pauline est devenue très vieille, elle est devenue aveugle et dépendante, comme on dit aujourd'hui. Elle a cependant toujours gardé le souvenir de cet Angelo qui ne sut garder sa main. Et il se trouve que cette scène est une scène de soins, ou plutôt une scène de toilette, où il se trouve que c'est le petit-fils de Pauline, qui s'appelle Angelo, qui doit laver sa grand-mère. Et c'est une scène où vous allez retrouver le « laissez-moi, j'aime mieux mourir » que vous avez entendu tout à l'heure, lorsque Angelo commençait à monter la main vers le sexe de Pauline et qu'elle lui dit « laissez-moi, j'aime mieux mourir ». Je lis ce passage de Mort d'un personnage où il nous expliquait pourquoi c'est le petit-fils qui doit s'éloigner sa grand-mère. Tout commence par un dialogue entre la bonne de Pauline et son petit-fils. « La pauvre madame, dit la bonne, on a beau lui recommander de faire attention, mais c'est comme si on lui chantait la messe. Elle ne sent plus passer ni le petit ni le gros. » Manière d'évoquer les deux incontinences que vous savez. Le petit-fils, mais alors ne dites rien, dis-je, la bonne. On voit bien que ce n'est pas vous qui l'appropriez. Le petit-fils, alors ce fut moi. Et le petit-fils dit à quel point il est parfois difficile de laver sa grand-mère. Au début, je regardais à peine ses cuisses réduites à l'os. Je regardais plutôt ses jambes et je surveillais l'enflure de ses chevilles. Mais il ne suffisait pas de laver ses pieds. Les fonctions étaient plus haut. Il fallait avoir le courage de regarder les endroits où la chimie humaine continuait de fonctionner. Je voulais continuer de l'aimer. Je ne voulais pas qu'il fût question de pitié. Naturellement, je dus me forcer. Ce qui m'aida, ce fut ce squelette sous parchemin, ces cavités pelviennes dans lesquelles la peau s'enfonçait et dont il fallait que je nettoie le fond avec de petites houppes de coton, ce pubis rocheux, ce sexe ruiné sous des herbes blanches.
Je me disais qu'il aurait été beaucoup plus difficile pour moi de la laver si elle avait été grasse et ronde. Cette maigreur lui gardait une sorte de royauté. Je relevais ses jupes sans appréhension, rassuré au début par sa cécité qui rendait mes mains anonymes. Par la suite, j'aurais fait tranquillement ce qu'il y avait à faire, même si il y avait eu clair. Donc il la lave, jusqu'à ce qu'il y ait un moment extraordinaire qui est une reprise directe du passage du hussard sur le toit. Une fois que je la lavais, dit le petit-fils, elle parla avec une voix étrange, presque jeune. « Laissez-moi, dit-elle, j'aime mieux mourir. » Quoique le tour fût insolite, car d'ordinaire elle me tutoyait, je crus que cette fois elle trouvait mes soins impudiques et insupportables. « Cela n'a pas d'importance, ma belle, lui dis-je, il faut que tu sois propre. » Mais je compris que cette phrase venait de très loin, et même qu'elle ne s'adressait vraisemblablement pas plus à moi que le prénom, le mien pourtant, qu'elle avait chuchoté au seuil de ma chambre, le soir où la bonne m'avait soufflé à l'oreille. « Ne répondez pas, petit garçon, ceci ne vous concerne pas, il s'agit d'un autre Angelo. » Quelles choses par là nous peuvent être enseignées ? 3 choses, selon moi, qui formeront les 3 étapes de cette causerie vespérale. Causerie vespérale, soyez pas impressionnés, c'est une conférence qui a lieu le soir, c'est tout. Dont la première est que lorsqu'on a la chance de rencontrer dans sa vie sa Pauline, il ne faut pas lâcher sa main. Et qu'un excès de pudeur peut faire parfois un homme et une femme passer à côté de leur vie amoureuse et réaliser trop tard que chagrin d'amour dure toute la vie, Car si, comme disait Louise de Vilmorin, la pudeur fait le charme de l'amour et le prix des abandons, et même est peut-être la plus érotique des vertus, la pruderie et la pudibonderie, en revanche, sont une forme d'avarice de l'âme qui, s'autonomisant dans la contention, perd de tout charme. Deuxième point, celui qui veut que le soin, on aura remarqué que les 2 scènes que j'ai lues sont des scènes de soin, contient en lui-même une menace possible pour la pudeur humaine, pouvant à tout moment faire dégénérer la pudeur en honte. Et la 3e chose qui par là nous peut être enseignée, c'est que l'homme, c'est l'être vivant pudique. Que la pudeur, et j'en fais l'hypothèse, est peut-être ce qui singularise ontologiquement l'homme. Eh bien, si vous le voulez, je vais développer tour à tour ces 3 points, mais je le ferai à l'envers, commençant par le 3e, puis consacrant mon industrie au 2e, et enfin au 1er point, où l'on verra que l'homme est le vivant pudique, que le soin peut attenter à la pudeur, que la pudeur est mère de l'amour, mais la pruderie, ça marâtre. Premièrement, que l'homme est le vivant pudique. D'où vient que les tableaux de Rembrandt qui nous donnent à voir le clair-obscur nous plaisent tant, au point que parfois on aimerait vivre dans les lieux qu'il nous peigne. Eh bien, cela vient, selon moi, du fait que le clair-obscur est le vrai séjour de l'homme. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans l'obscur, nous ne sommes pas faits pour vivre en pleine lumière. Mis au secret dans l'obscur, enfermés trop longtemps dans le cloître, trop longtemps cloîtrés dans l'espace fermé des maisons mauriaciennes. J'évoque Mauriac qui a bien décrit ces mondes bourgeois où la pruderie était une loi et où les désirs, notamment les désirs féminins, étaient confinés, niés, intimés à l'intime, cachés comme chose honteuse. On leur intimait l'intime comme le seul vrai lieu où ils n'étaient pas totalement illégitimes. Eh bien, mis au secret dans l'obscur, enfermés trop longtemps dans le cloître, trop longtemps cloîtrés dans l'espace fermé des maisons mauriaciennes, trop longtemps mis au secret dans l'obscur, rejetés dans l'obscur, je crois que nous aspirerions tous à la lumière, à la reconnaissance d'autrui, à l'extime, en somme. Comme le disait Bachelard, le moi s'éveille par la grâce du toi. Il faut donc que je te rencontre et que tu me regardes pour que je devienne homme. Car nos poumons halètent dans l'air confiné des maisons trop fermées, des maisons de famille où tout se ferme et même se renferme, où le linge sale se lave et où rien ne doit se dire, où tout, en d'autres termes, sans le renfermer. Il serait passionnant de tenter de définir ce que sent le renfermé. Le parfum de la rose, celui du musc et celui du jasmin peuvent être décrits par des poètes, mais le parfum du refermé, le remugle des aisselles rarement lavées, des glands rarement décalotés, des cagibis où trop longtemps séjourne l'aimait. Je ne sais pas trop ce que c'est, voilà, peut-être qu'un jour on travaille là-dessus. Et en effet, si nous étions toujours dans l'ombre, et à un moment où nous ne le supporterions pas, même le plus timide d'entre nous aspire au regard d'autrui qui, en effet, peut l'aider à accomplir son humanité. Mais en même temps, si nous étions toujours en pleine lumière, si nous étions toujours sous le regard des autres, nous finirions par ne plus
le supporter. J'avoue me méfier beaucoup des utopies, et en effet, dans les utopies comme celle de Thomas More, de Campanella, Bentham, etc., on est dans des lieux où les hommes, en effet, sont toujours regardés par les autres, où ils ne peuvent pas se cacher. Dans l'utopie de Thomas More, les futurs époux doivent se présenter l'un à l'autre sous le regard de toute la communauté, afin que la communauté puisse juger de la légitimité de leur appariement. Je trouve ça absolument horrible. Hein. Voilà pourquoi, en effet, il faut se méfier de ces lieux utopiques où les hommes sont toujours en lumière. Si nous étions toujours en lumière, il y a un moment où nous ne le supporterions plus, nous aimerions retrouver des lieux secrets, cachés, privés, intimes, des intimei loci, les lieux les plus intérieurs des lieux, les plus privés des privés, les lieux les plus cachés, pour se retrouver dans l'ombre et échapper à l'indiscrète lumière d'Apollon. Voilà en effet pourquoi il me semble que l'homme c'est l'animal pudique, parce qu'il est fait pour le clair-obscur. J'avoue avoir une immense admiration pour les lampes halogènes, vous savez, pour les variateurs de lumière. Justement parce que chaque homme ne vit bien dans la société que s'il a un certain pouvoir pour éventuellement aller mettre un peu plus d'ombre, parce qu'il n'a pas envie qu'on voit ça, mettre un petit peu plus de lumière, parce qu'il a envie qu'on voit ça. Vous savez que paraître, c'est comparaître. Vous savez que paraître aux yeux des autres est toujours quelque chose comme une menace pour la pudeur, car le regard des autres est toujours un regard de juge. On appelle ça être la proie des regards en français, ce qui montre bien ce que le regard d'autrui a de potentiellement prédateur. Et en effet, nous sommes immédiatement jugés sur la part de nous que nous n'avons pas forcément choisie. Et si nous avons la chance d'être trouvés beaux ou belles, c'est comme le bon sort dans les contes de fées. Elle pourra dire des choses qui ne sont pas forcément très fines, très intelligentes, très généreuses, très gentilles, mais on aura l'impression, parce qu'on l'a trouvée belle, que de sa bouche sortent des rivières de diamants, des colombes, de doux pétales. En revanche, être trouvé laid, c'est comme le mauvais sort dans les contes de fées. Même s'il dit des choses belles, intelligentes, fines et généreuses, on aura l'impression dans un premier temps que de sa bouche sortent des rats lubriques, visqueux et simplement des pierrailles. Contrairement à ce que dit Gainsbourg, la beauté des laits ne se voit qu'après un certain délai. N'est-ce pas ? Et voilà pourquoi nous aspirons au regard d'autrui et le craignons en même temps. Je ne peux pas vivre si on ne me regarde pas, et en même temps, être trop regardé est une menace pour ma pudeur. Voilà pourquoi il me paraît qu'ontologiquement, l'homme c'est l'animal pudique, car qu'est-ce que la pudeur ? Sinon cet effort, cette gêne à comparaître. Cette gêne à comparaître qui fait que, après que nous sommes vus par les autres, eh bien, nous aimerions cependant pouvoir garder un peu d'ombre dans la lumière. Un peu de privé dans le public, un peu d'intime dans l'extime, un peu de secret dans le dévoilé. Et cela vaut aussi bien pour le corps que pour l'âme. Car je n'ai pas envie que tout le monde voit tout de mon corps et je n'ai pas envie que tout le monde voit tout de mon âme. C'est ça la pudeur, vouloir garder un peu d'ombre dans la lumière, un peu d'intime dans l'extime, un peu de secret dans le divulgué. Et pour me centrer sur la pudeur, non pas des sentiments, maquillés outrageusement au rouge sang, comme dit Gainsbourg dans les deux sous-chics, eh bien, je parlerai de la pudeur du corps qu'avec Max Scheler, je définirais comme le moment où l'esprit rougit du corps. C'est ça la pudeur du corps, le moment où l'esprit rougit du corps. La pudeur, c'est cette incarnation jamais totalement assumée. Quelque chose comme une gêne à l'endroit de certaines parties de mon corps que je n'ai pas choisies. Et voilà pourquoi ontologiquement l'homme c'est l'animal pudique. Car si la pudeur c'est l'esprit qui rougit du corps, alors seuls les êtres qui sont à la fois esprit et corps connaissent la pudeur. Un pur esprit a l'esprit qui pourrait rougir, mais il n'a pas le corps dont il pourrait rougir. Un pur corps a le corps dont il pourrait rougir, mais il n'a pas l'esprit qui pourrait rougir de ce corps. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et il se trouve justement que c'est la raison pour laquelle il me semble que la tradition n'a peut-être pas tort de dire que la pudeur c'est l'affaire des hommes et non point des anges et non point des bêtes. Dans une certaine tradition philosophique, vous savez, qu'on place l'homme dans un intermédiaire entre l'ange et la bête, dans un entresol entre le ciel séraphique où se meuvent les anges et les bas-fonds bestiaux où se déploieraient les animaux. Cependant, dire que l'ange n'est pas pudique, dire que la bête n'est pas pudique, cela ne serait vrai que si les anges étaient de purs esprits et les bêtes de pur corps. Or, il me semble que ce n'est pas vrai. Il me semble que les anges
on va supposer qu'ils existent pendant quelque temps, eh bien, ne sont pas de purs esprits. Il suffit en effet d'aller à Venise et de voir un certain nombre de tableaux proches de ceux que Juliane nous a montrés tout à l'heure, pour voir que les anges ne sont pas de purs esprits. Ils ont des corps, et même des corps parfois fort sensuels, un peu replets, assez désirables. Parfois ils sont fessus de telle manière qu'on aimerait les croquer. Alors les chérubins en particulier ont quelque chose de très incarné. Bon, les séraphins sont un peu plus séraphiques, oui c'est logique, mais un peu moins incarnés. Mais non, les anges ne sont pas de purs corps. Et de l'autre côté, les bêtes n'auraient pas la pudeur si les bêtes... les anges ne sont pas de purs esprits. Et de l'autre côté, les bêtes n'auraient pas la pudeur si les bêtes étaient de purs corps. Alors nous savons bien qu'il faut réfuter Descartes et dire que si les bêtes n'ont peut-être pas d'esprit, au moins ils ont quelque chose comme une âme. Et par conséquent, il n'est pas impossible d'imaginer que l'homme ne soit pas le seul vivant pudique, mais qu'il y ait aussi une pudeur des anges, aussi une pudeur des bêtes. Cependant, y a-t-il une pudeur des anges ? Je ne crois pas, parce que le corps des anges est tellement apparié à leur esprit, il est tellement rapide, léger, naturellement bien odorant, enfantin, eh bien qu'il peut aller cul nu sans que cela crée la moindre gêne. Il paraît que les anges ont un corps qui se déplace à la vitesse de la pensée. Alors les anges ont un corps, et en ceci ils ne peuvent pas être ubiquis. C'est vrai que le don d'ubiquité, c'est le don qui fait qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps. À partir du moment où on a un corps, on ne peut pas avoir le don d'ubiquité. Dieu le Père, paraît-il, a ce don d'ubiquité parce qu'il peut être à plusieurs endroits en même temps. Il voit tout. Ça avait provoqué chez une de mes grands-tantes corréziennes cette remarque absolument géniale. Mais le bon Dieu, il peut quand même pas être partout. Encore en France, oui, mais partout, ça n'est pas possible. Eh bien, en effet, Dieu est ubiquiste parce qu'il n'a pas de corps. Les anges, non, ne peuvent pas être ubiquistes. Il leur faut du temps pour aller d'ici à là. Mais il paraît qu'ils se déplacent à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire très très vite. Vous allez me dire, ça dépend des gens. Mais je dirais que même les besogneux de la comprenette, même les Johnny Hallyday qui... non, je suis méchant. J'aime beaucoup le mot de Lucchini au sujet de Johnny. Ce qu'il y a de prodigieux, c'est de Johnny, c'est qu'il revisite les évidences. Il paraît qu'il a dit il n'y a pas longtemps, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Bah oui. Et je crois qu'une certaine lenteur d'esprit est chose très nécessaire à la philosophie. Vous savez que les animaux modèles du philosophe, pour Hegel, ce n'est pas simplement l'aigle pour sa hauteur de vue, c'est aussi la vache pour sa capacité de lente rumination. Donc, Johnny a ses chances. Mais je veux dire par là que même le besogneux de la comprenette eh bien, connaît une rapidité en lui, c'est la transmission synaptique qui va extrêmement vite. Et donc, le corps des anges est un corps, en effet, qui, au fond, un corps qui s'est figé au moment de l'enfance. C'est un corps préadolescent. Il n'a d'autre poils que les cheveux d'ange. Je n'imagine pas que les anges puissent rougir de leur corps parce que ce corps est tellement spirituel, tellement translucide, tellement rapide que je ne vois pas la raison pour laquelle ils pourraient en rougir. Je n'imagine pas aux anges des boutons d'acné, des comédons, des hémorroïdes, des cales, mais tout cela est une pathologie. Mais je n'imagine même pas aux anges eh bien, ce qui nous concerne et qui parfois nous gêne dans notre corps, l'intempestive sudation, la nécessité d'uriner, de déféquer. Alors, vous allez me dire que donc les anges, oui, pourraient avoir la pudeur, parce que pour avoir la pudeur, il faut être à la fois un esprit et un corps, et ils sont à la fois esprit et corps. Mais où y aurait-il lieu de rougir de ce corps quasiment spirituel ? Je répète, ils peuvent aller nus sans être impudiques. Souvent, on les voit ainsi sur les plafonds des églises vénitiennes. Quand ils ne sont pas nus, car certains anges en effet sont vêtus d'un petit linge ici, est-ce que ça veut dire qu'ils cachent ce qu'il se trouve dans leur entrecuisse pour les mêmes raisons que l'homme depuis l'aventure d'Adam et Ève, c'est-à-dire une gêne. Vous savez que le premier, après qu'ils ont croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont un premier mouvement qui est un moment de gêne, un mouvement de pudeur, et ils vêtent leur sexe d'une feuille de figuier ou d'une feuille de vigne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a là-dessous pour être objet de honte ? Je ne crois pas du tout. À mon avis, si on ne voit pas ce que les anges ont dans l'entrecuisse, c'est pour maintenir le mystère sur le sexe des anges.
et pas du tout parce que les anges pourraient être gênés. Donc, point de pudeur des anges pour cette raison que oui, les anges ont un corps, mais un corps quasiment parfait, et un corps dont ils ne connaissent pas la beauté. Après que l'ange a descendu l'échelle qui conduit de Dieu aux hommes pour apporter le message divin à nous autres hommes, eh bien, je n'imagine pas l'ange dire, comme Mistinguett, après qu'elle avait descendu le grand escalier du Casino de Paris, « L'ai-je bien descendu ?» Précisément, à partir du moment où l'ange aurait conscience de sa beauté, il s'enténébrerait, et c'est ce qui est arrivé à Satan. Lucifer, vous savez, c'était le plus beau des anges, et c'est précisément parce qu'il s'est aimé lui-même qu'il a fini par devenir le prince des ténèbres. L'aventure de Satan laisse à croire qu'il y a peut-être un flirt, un contact des anges avec peut-être la pudeur, mais non, ils sont en la matière beaucoup plus harmonieux que nous. Les bêtes, si elles étaient de pur corps, ne connaîtraient pas la pudeur, car la pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. Mais il est bien évident que certaines bêtes eh bien, ont une âme, voire peut-être un esprit. Et en effet, pensons au chat qui semble gêné d'être vu déféquer. Relisons La Panthère de Rilke, ou souvenons-nous à un passage où Horkheimer commente des hommes qui ont capturé un rhinocéros et rit de sa difformité. Eh bien, on voit une gêne à la panthère, on voit une gêne au rhinocéros. Cette gêne serait-elle l'aube d'une pudeur, l'aurore d'une vergogne ? Ce n'est pas impossible. La vie animale nous est chose si fermée que nous ne pouvons pas véritablement dire ce que c'est. Je ne pense pas que les animaux aient un esprit comme nous, je ne dirais pas qu'ils sont pensants, mais je les dirais pensifs. Je vois dans l'œil des vaches parfois une pensivité, quelque chose en effet qui me laisse vraiment à croire qu'ils ne sont pas si éloignés de nous. Cependant, il me semble que la plupart des animaux, n'ayant pas franchi le stade du miroir, n'ayant pas conscience de leur corps comme de leur corps, eh bien, précisément, ne peuvent pas être gênés de leur corps. Et j'en ai quelqu'un disent dans le fait qu'il me semble que l'immense majorité des animaux laissent leur corps à l'état de nature, laissent leur corps dans l'état où la nature le leur a livré, précisément parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir cette livraison qui se rendrait compte de ce corps. Il n'y a pas chez les bêtes d'épilation, de vêtements, de parfums, de bijoux, de chirurgie esthétique, comme il y a chez les hommes. Le poil ne se porte pas long chez les castors une année et court l'année d'après, ce qui rendrait les castors très émoulus un peu ringards et démodés. Bon, cependant, si je dis que la plupart des animaux n'ont pas franchi le stade du miroir, c'est précisément parce que certains l'ont franchi. Et vous savez qu'en laboratoire, eh bien, on enferme des singes, on les endort et on les fait se réveiller dans une pièce où il y a des miroirs partout après leur avoir mis une petite tache de couleur sur le front. Beaucoup de singes essaient d'enlever la tache sur le miroir, mais certains font cela. À ce moment-là, ça prouve qu'ils ont conscience de leur corps comme de leur corps, et donc que précisément, ils peuvent éventuellement le juger et en avoir honte, en avoir gêne, bref, pudeur. Oui, peut-être un petit flirt des bêtes avec la pudeur, peut-être un petit flirt de l'ange avec la pudeur. Il me semble cependant qu'il ne s'agit là que d'un petit flirt et que l'homme étant une dissonance incarnée, comme disait Nietzsche, un être en qui résonne à la fois le son de l'esprit et le son du corps, et ces deux sons ne s'harmonisent pas tout à fait, c'est vraiment l'homme en effet pudique. Le corps est à la limite de l'être et l'avoir. Je ne peux pas dire « j'ai un corps », je ne peux pas dire « je suis mon corps ». Le corps est à la limite entre l'être et l'avoir, une limite qui ne cesse de se déplacer. Et il y a des moments de ma vie où j'ai l'impression que j'oublie mon corps quand il est en bonne santé. Alors là, l'oubliabilité du corps fomente une forme de dualisme, c'est-à-dire « je ne suis pas mon corps, j'ai un corps ». Mais il y a des moments où je souffre tellement, des moments où j'ai tellement mal que je ne peux pas dire « mon corps, ça va très mal, mais moi, je ne suis pas mon corps, donc ça va très bien ». Le corps, en effet, peut nous être source de honte, peut nous être source de joie. Tout homme un peu sincère doit avouer qu'il lui arrive d'avoir envie de s'écrier, comme sainte Thérèse d'Avila, « Seigneur, pourquoi m'avez-vous donné cette guenille puante ? Je me rêvais jeune premier, et vous m'avez donné le corps de Polichinelle ou bien celui de Cyrano. » Dans les coulisses du théâtre, l'acteur qui joue Polichinelle peut enlever sa bosse et celui qui joue Cyrano peut enlever son nez. Sortant du studio du cinéma, Fernandel pouvait enlever la bosse de Naïs et Depardieu celle de Jean de Florette. Mais dans la réalité, je ne peux pas enlever mon nez. Et donc j'ai parfois honte de ce corps.
Mais le corps est heureusement parfois source de joie, parce qu'il y a des moments où je l'assume très bien, où mon âme en est presque fière, surtout si tu me fais la grâce de l'aimer tel qu'il est. Je crois en effet que la pudeur, c'est ce qui singularise l'homme en effet dans l'être. La pudeur, ce n'est rien d'autre que la corporéité jamais totalement donnée. La pudeur ne dit rien d'autre que ce jamais totalement donné, que cette assomption jamais totalement donnée. C'était mon premier point, enfin mon troisième point devenu mon premier point. Le deuxième, où l'on apprend que le soin peut attenter à la pudeur. Vous avez vu, les scènes que j'ai lues plus haut étaient deux scènes de soins, et je dirais en effet que être soigné, être hospitalisé, c'est toujours prendre le risque de ce que j'appellerais la dégénérescence de la pudeur en honte. Je pense que chacun d'entre nous structure sa vie à partir d'une délimitation une délimitation de la frontière entre ce qu'il veut bien montrer et ce qu'il veut cacher, entre l'intime et l'extime, entre le privé et le public, entre le secret et le divulgué. Et dans la vie, on a une certaine maîtrise, au jamais totalement, parce qu'il arrive parfois qu'on soit la proie des regards et qu'on aimerait bien justement échapper aux regards et qu'on n'y parvienne pas. Mais disons que dans notre vie d'homme, nous avons une certaine maîtrise de ce tracé. Bien souvent, être hospitalisé, c'est perdre la maîtrise de ce tracé. C'est vivre sous la menace perpétuelle d'une dégénérescence de pudeur en honte. Et en effet, notre médecine occidentale est une médecine objectivante. Toutes les médecines ne sont pas objectivantes. En Afrique, en Chine, on ne demande pas aux hommes de se mettre nus et on ne met pas pleine lumière sur les parties du corps qu'on a révélées. Mais notre médecine, et c'est aussi la condition de son succès et de son efficacité, est une médecine objectivante qui a tendance à transformer le corps humain en objet. Pour le dire à la manière des phénoménologues, c'est une médecine qui transforme le Leib en Körper. Il y a deux mots pour dire le corps en allemand, il y a Körper et Leib. Körper, qu'est-ce qu'un Körper ? Eh bien, un Körper, c'est tout ce qui prend de la place dans l'espace, ce que Descartes aurait appelé la substance étendue. Donc ça, c'est un Körper, ça, c'est un Körper, mais ça aussi, la Lune est un corps céleste, etc. Tout ce qui prend de la place dans l'espace est Körper, et donc peut être objectivé, transformé en objet. Mais il y a aussi Leib, L-E-I-B. Et qu'est-ce qu'un Leib ? Un Leib, c'est un corps qui est habité par un esprit ou une âme, investi par une psyché. En ce sens-là, ça, c'est un Leib, ça, c'est un Leib, mais ça et la Lune ne sont pas des Leiben. Eh bien, en effet, être hospitalisé, c'est souvent voir son Leib transformé en Körper. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez, mais vous me le direz peut-être tout à l'heure. Or, il y a là évidemment un risque pour ma pudeur parce que mon corps, en effet, est exhibé, mis en pleine lumière. Ce qui distingue le Körper du Leib, c'est que je peux regarder un Körper comme un objet très longtemps sans qu'il en soit blessé. Mes lunettes ne m'ont jamais reproché le fait que je les regarde, ni la Lune, ni mon téléphone. En revanche, si je regardais votre corps un peu trop longtemps comme je regarde un objet, viendrait le moment où vous en seriez blessé. Si je vous dévisageais, eh bien, vous seriez blessé dans votre existence à la fois psychique et corporelle. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Lévinas disait que la véritable courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. Emmanuel Lévinas est un philosophe qui ne connaissait pas grand-chose à la physique la plus contemporaine, à l'astrophysique ou à la physique de l'infiniment petit. Et donc, il avait cependant entendu dire que l'espace est courbe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la courbure de l'espace. La physique la plus contemporaine manipule des concepts de genre, brisure du vide, antimatière, corde, courbure de l'espace. J'ai un frère qui est physicien qui travaille là-dessus. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était que la courbure de l'espace. Pourtant, souvent, je l'interroge à ce sujet. C'est vrai que je lui pose souvent la question en fin de repas au moment de l'agneau. Alors, soit il n'est plus en état de m'expliquer avec clarté, soit je ne suis plus en état de le bien comprendre. Lévinas, toute chose égale par ailleurs, n'avait pas compris ce que c'était que la courbure de l'espace, mais disait que la véritable courbure de
stylo. La courbure de l'espace. Et en effet, un objet, je le regarde droitement, et plus il est mis en lumière, mieux je le connaîtrai. En revanche, un Leib, un sujet, un carnet, eh bien, pour le regarder comme tel, il y a un moment où il faut que je courbe mon regard et un moment où il faut que je tamise un peu les lumières, vous voyez. En effet, si je regarde votre visage comme je regarderais un objet, vous vous sentirez blessé. Comme disait Lévinas, quand je regarde un visage, je ne vois pas un objet, je vois un regard qui me regarde, et ce regard m'oblige à courber l'espace. Vous voyez, à courber mon regard. Alors je vais lever les yeux vers le haut, ça ne veut pas dire que je lève les yeux au ciel, sinon ce n'est pas très respectueux, mais je vais regarder à droite ou à gauche ou en bas, non pas, pas comme forme d'humiliation, mais voilà ce que c'est que la courbure de l'espace. Cependant, oui, si dévisager est une expression très intéressante, dévisager, c'est enlever le visage. Cependant, si je regarde votre visage longuement, vous n'allez pas partir avec un trou à la place de la tête. Voilà pourquoi Lévinas avait raison de distinguer entre le visage comme amas de chair et d'os et le visage comme instance éthique. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Alors il y a deux cas où on peut regarder l'œil de quelqu'un comme un objet sans lui manquer de respect. C'est si on est ophtalmologiste ou opticien. Dans ce cas-là, c'est même très nécessaire, n'est-ce pas? Imaginez ce que serait un ophtalmologiste lévinassien qui courberait l'espace, l'œil au moment du soin. Et puis il y a un autre cas où on peut regarder quelqu'un longuement dans les yeux sans lui manquer de respect, c'est quand on est amoureux. Beaucoup d'histoires d'amour commencent par un regard qui dure un peu plus longtemps qu'il ne faudrait. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure entre Angelo et Pauline, ce que j'appelle ces minutes muettes qui séparent encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Alors, il y a un cas qui dépasse le champ de mes compétences, c'est le cas des ophtalmologistes amoureux. Je ne sais pas du tout comment ils font, mais en effet, cette médecine occidentale est très objectivante et elle est une menace, en effet, pour la pudeur. Car elle objective le corps et le met en pleine lumière. Cette femme avait en effet tracé une frontière entre ce qu'elle voulait montrer et ce qu'elle voulait cacher. Alors elle montrait l'opulence de sa chevelure, elle montrait le fuselage de ses jambes, le côté éclatant de son sourire, elle montrait son mari, ses enfants, sa réussite de Wonder Woman, son humour, mais elle maintenait dans l'intime, je ne sais pas moi, une ptose mammaire, les seins qui tombent, de la cellulite à cet endroit, et puis elle maintenait dans l'intime une capacité d'agressivité qu'elle réservait malheureusement à ses proches. Mais la voilà atteinte d'un méchant cancer, et la voilà sur un lit d'hôpital, découronnée par la chimiothérapie, un sein en moins, et tellement épuisée eh bien, qu'elle ne peut plus aller seule aux toilettes avec des couches. Comment, en effet, ne pas imaginer que cette femme se sente profondément blessée dans sa pudeur, et imaginons qu'un homme qui ne l'a pas vue depuis longtemps eh bien, aille lui rendre visite, elle dort, elle ne sait pas qu'il est là, elle n'a pas le temps de mettre le bonnet qui cache la misère, il aperçoit la protection qui dépasse du lit. Quand elle se réveille, comment ne pourrait-elle pas dire « j'ai perdu ma dignité, quelle honte !» Et voilà en effet la possibilité toujours ouverte que doivent essayer d'éviter, justement, me semble-t-il, les soignants, la possibilité d'une dégénérescence de la pudeur en honte. Qu'est-ce que la pudeur? Étymologiquement, pudeur vient du latin pudere, qui veut dire avoir honte. Cependant, quelques perplexités me prend. Moi qui, comme beaucoup de philosophes, aime bien ouvrir les mots et pense que souvent l'analyse du mot nous dit ce qu'il est en vérité, là je ne suis pas sûr que l'étymologie ait raison de nous murmurer que la pudeur et la honte sont une seule et même chose. Souvent ça marche l'étymologie. Je me souviens de la joie que j'eus dans ma vie le jour où j'ai compris pourquoi on appelle les biscottes biscottes. Bon, rassurez-vous, j'ai d'autres joies dans ma vie, mais c'était une joie de comprendre un jour que les biscottes sont des biscottes. Car dans biscotte, il y a bi qui veut dire deux et scottare qui veut dire cuire. Et oui, un pain cuit 2 fois, ça ressemble à une biscotte. J'ai eu une autre joie le jour où j'ai compris pourquoi le coton était hydrophile. Je savais lire et j'avais lu sur le petit paquet où se trouvait le coton. Ma mère nous nettoyait le visage avec... Alors étant donné l'âge que j'ai, c'était une époque où on essayait de déniaiser un peu le coton. On essayait de faire oublier qu'il était cette masse un peu bête, un peu ouatée, oui, c'est le cas de le dire. Et donc, c'était l'époque des petites boules de coton de toutes les couleurs, vous voyez. C'est complètement démodé, ça. Et alors, ma mère nous essuyait le visage, et un jour, j'avais dit « Ah oui, mais je comprends pourquoi il est hydrophile. » Pourquoi tu dis ça?
Eh bien, parce qu'il aime l'eau. Mais pourquoi? Parce que rappelle-toi, quand Laurent a fait une hydrocution, eh ben, tu as dit que c'était l'eau. Et puis, papa, il dit qu'il est cinéphile, ça veut dire qu'il aime le cinéma. Donc, le coton est hydrophile. Autre joie que j'ai eue dans ma vie. Rassurez-vous, j'ai d'autres joies. En revanche, pour pudeur, il me semble que cela n'est pas adéquat. Car je crois qu'il faut distinguer entre la pudeur et la honte. Je dirais que la pudeur, c'est une honte possible, une honte virtuelle, une honte en puissance. L'homme pudique n'a pas honte, mais il peut avoir honte. La pudeur, c'est la condition de possibilité de la honte, c'est une honte virtuelle, une honte en puissance, une puissance de honte, mais il faut distinguer entre la pudeur et la honte comme on distingue la condition de possibilité d'une chose et la chose elle-même. Cependant, le passage de la pudeur à la honte est toujours possible, et notamment à l'hôpital, et l'événement qui provoque ce passage, c'est en effet rien d'autre qu'un regard qui manquerait de pudeur, qu'un regard qui manquerait de tact. En effet, il faut distinguer entre la pudeur et le honte. Comme le dit notre très cher Yankelevitch, le honteux voudrait disparaître sous terre, le pudique se montre discrètement. Le honteux voudrait devenir invisible à tous les regards, le pudique veut être à la fois visible et invisible. Le honteux se tait. Quand on a honte, on se tait, on voudrait disparaître, et voilà. Le pudique s'exprime par la litote ou par l'euphémisme. C'est la raison pour laquelle Yankelevitch faisait de la pudeur la vertu des classiques. Les romantiques ne sont pas très pudiques. Ils nous étalent leurs sentiments. Bon, j'ai une immense admiration pour Tchaïkovski. Mais enfin, les états d'âme de Tchaïkovski, on en est informé quand on écoute la symphonie pathétique. Il y a en revanche dans la musique classique quelque chose comme un principe d'économie. Même les 7 dernières paroles du Christ mis en musique par Haydn, eh bien, c'est parfois harmonieux, vous voyez. Et en effet, chez les classiques, on ne dit pas « je t'aime à l'infini », on dit « va, je ne te hais point ». Ou plus beau encore, ce que dit Marius à son père César dans le premier tome de la trilogie de Pagnol, Marius, famille, César. Marius va quitter son père, va quitter le café de son père, va quitter Marseille pour prendre un bateau pour aller très très loin. Il n'ose pas lui dire, mais avant de partir, il doit partir le lendemain matin, il a quand même envie de dire quelque chose à son père. Mais c'est pas facile de dire à son père qu'on l'aime. La relation fils-père est peut-être la relation où il y a le plus de pudeur. Surtout que le père en question, c'est rien moins que Rému. C'est-à-dire que c'est pas un papounet comme on a aujourd'hui. Personnage assez rude, pas facile. Et donc il y a cette scène géniale où ils sont tous les deux à essuyer le café, à fermer le café. Et puis à un moment, Marius dit à César, « Tu sais, papa, oui, je t'aime bien. Ce petit bien, c'est toute la pudeur, la litote ou le féminisme. » Donc ne confondons pas la pudeur et la honte. Cependant, il y a toujours possibilité de passer de la pudeur à la honte. Et l'événement, en effet, qui provoque ce passage, c'est souvent le moment où l'autre manque de pudeur, où justement l'autre a un regard qui manque de tact. J'arrive à l'hôpital, il va falloir pour la nécessité de l'examen que je me mette nu, peut-être en pleine lumière, mais j'espère que par des mots ou par une manière de parler, ou par l'exigence de faire en sorte que ce soin soit à l'abri du regard de ceux qui n'ont pas à soigner, eh bien ma pudeur ne dégénère pas en honte. C'est ce que j'appellerais un regard pudique. Et le regard pudique, c'est le regard, il est au regard qui cherche à connaître, au regard cognitif qui regarde l'objet ou le peur, ce que le tact est à la prise. Le regard pudique est au regard cognitif, ce que le tact est à la prise. Il y a un tact du regard comme il y a un tact du toucher. Une manière de toucher sans toucher, une manière verlénienne de rencontrer l'autre sans rien qui pèse ni ne pose. Le regard cognitif, c'est un regard direct et lumineux. Le regard pudique, je dirais que c'est un regard courbé et ombrant. Un regard qui remet de l'ombre. Il s'agit en fait de jeter un voile de fin silence, une ombre de délicatesse sur le corps de l'autre ou sur l'émotion de l'autre. Le regard pudique est celui qui réinvente de l'ombre au cœur de la lumière, celui qui fait en sorte que le découvert ne devienne pas l'obscène, celui qui nuance la crudité de l'objet par l'usage attentif d'un arsenal de voilage, de persiennes, etc. Il s'agit de faire mine de ne pas avoir vu ce qu'on n'aurait pas dû voir. Bien sûr, les choses varieront selon qu'on imagine l'autre gêné ou pas
Parfois, les autres ne sont pas gênés de faire apparaître une partie de leur corps ou une de leurs émotions. Et c'est moi qui suis gêné. Parfois, c'est les autres, en effet, qui ne savent pas qu'ils ont fait paraître une partie de leur corps. On peut être gêné de la gêne de l'autre comme de son absence de gêne, ou comme de son sans-gêne. On peut être gêné du fait que l'autre ne soit pas rendu compte que son téton était visible, ou son testicule, alors qu'il ne le savait pas. À ce moment-là, nécessaire, pour que la pudeur ne dégénère pas en honte, justement, de donner à l'autre ce regard pudique, ce regard ombrant. Je dirais que cela est très nécessaire à l'hôpital, d'où mon éloge des lampes halogènes, justement. J'aimerais que les soignants soient capables, justement, de parfois tamiser les lumières, car j'ai un ancien élève qui est devenu un ami, un gastro-entérologue qui a fait un master d'éthique chez nous, puis un doctorat, qui justement me parlait de la nécessité parfois de respecter la pudeur des patients, parce qu'en gastro-entérégie, bon, il est aussi spécialisé en proctologie. Donc, eh bien, il disait justement qu'il joue sur la lumière, parce qu'il y a certains patients à qui ça ne pose aucun problème de se mettre dans une certaine position pour que le gastro-entérologue regarde l'état de leur fondement. Alors là, il peut aller assez vite et mettre de la lumière. Il peut peut-être rappeler à un minimum de pudeur celui qui se mettrait nu, enfin. Mais il arrive parfois que des vieilles dames très dignes et tellement pudiques qu'elles en sont prudes doivent aller chez le gastro-entérologue. Elles ont retardé le moment de l'examen parce que se mettre dans une position telle, alors que fait-il? Eh bien, il tamise les lumières. Il met très peu de lumière dans le cabinet, et puis alors après, il pousse un peu. Si c'est trop tôt, il va parler. Et parfois, l'ombre, on ne la met pas simplement en mettant moins de lumière. L'ombre, on peut la mettre par les mots, vous voyez, par une manière délicate de parler à l'autre. Je dirais en effet qu'il y a la même chose quand on doit aller chez le gynécologue au moment de l'accouchement. Là, espérons en effet que nos soignants aient le regard pudique pour faire en sorte que la pudeur ne dégénère pas en honte. Et j'en viens enfin à mon troisième et dernier point, à savoir que la pudeur, eh bien, qui est donc, à mon avis, ce qui singularise l'homme dans l'être, qui peut être menacé par le soin, est en effet, et cependant, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en faire l'éloge, la mère de l'amour, alors que la pruderie en est sa marâtre. C'est Stendhal qui, dans De l'amour, dit rien n'est plus beau que la pudeur, car elle est la mère de l'amour. Mais méfions-nous de la pruderie, hein, qui est une avarice de cœur, une manière de s'enfermer dans la rétention ou dans la contention. Ce qui me fait dire que si la pudeur est la mère de l'amour, la pruderie en est la marâtre. Hein. En effet, pourquoi la pudeur est-elle la plus érotique de toutes les vertus? Pourquoi la mythologie nous raconte-t-il que Aïdos était présente au moment de la naissance d'Aphrodite? Parce qu'il y a en effet, je crois, un rapport entre la pudeur et le désir, mais alors on ne comprendra justement cela que si on fait, comme le fait Aristote, de la pudeur la juste mesure entre l'obscénité et la honte. Vous vous souvenez que dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote disait que la vertu est toujours juste mesure entre deux vices. D'une part, un vice par défaut, il n'y en a pas assez. D'autre part, un vice par excès, il y en a trop. Prenons les exemples aristotéliciens. Le courage est une vertu. Une vertu, c'est ce qui permet à l'homme de bien faire l'homme, de bien faire son métier d'homme. Eh bien, le courage est une vertu, et Aristote dit que le courage est la juste mesure entre ces deux vices, que sont le vice par défaut, c'est-à-dire manque de courage, qu'est la lâcheté, et le vice par excès de courage, que serait la témérité. Deuxième exemple aristotélicien, la générosité est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Eh bien, Aristote dit que la pudeur est la juste mesure entre le vice par défaut, c'est un manque de pudeur qui est l'obscénité, et le vice par excès, que serait la pruderie ou la pudibanderie. Mais vous voyez que je traduis le terme qu'Aristote emploie, mésotès, par juste mesure, et non pas par juste milieu, mais pas pour vous s'ennuyer avec des considérations d'universitaires. Il me semble qu'il ne faut pas traduire le terme employé par Aristote par juste milieu, car si vous dites que la pudeur est le juste milieu entre le vice par défaut et le vice par excès, vous risquez de faire croire, de laisser à croire que la vertu est une espèce de tiédeur, une espèce de tempérance un peu médiocre. Non, la pudeur
n'est pas au milieu d'un segment de droite, elle est au sommet d'un triangle. Vous voyez? La vertu n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel il y aurait le vice par défaut, à l'autre extrémité duquel il y aurait le vice par excès. La pudeur est au sommet d'un triangle, triangle très aigu, qui est bâti de telle sorte que le vice par défaut est proche du vice par excès. J'essaie de concrétiser en reprenant les exemples d'Aristote, avant d'en revenir à ma chère pudeur. Oui, le courage n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel il y aurait la lâcheté, à l'autre extrémité duquel il y aurait la témérité. Non, le courage est au sommet d'un triangle qui est bâti de telle sorte qu'il y a une proximité entre le lâche et le téméraire. Pourquoi? Parce que ni le lâche ni le téméraire ne sont de bons soldats. Le lâche, c'est celui qui fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire, c'est celui qui combat quand il faudrait fuir. Qu'est-ce qu'un courageux? Quelqu'un qui souvent combat, mais qui parfois fuit, car il est des retraites, il est des fuites qui sont des retraites, et non point des lâchetés, des stratégies nécessaires pour la victoire finale. Même raisonnement pour le courage, pour la générosité, pardon. La générosité n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'extrémité duquel on aurait l'avarice, à l'autre extrémité duquel on aurait la prodigalité. Car en fait, il y a une proximité entre l'avare et le prodigue, car ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent. L'avare, c'est celui qui garde ce qu'il faudrait donner. Le prodigue, c'est celui qui donne ce qu'il faudrait garder. Qu'est-ce qu'un généreux? C'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui parfois garde, comme disait Aristote, il ne faut pas se priver trop vite des moyens de sa générosité. Si vous donnez tout au premier, vous n'avez plus rien à donner au second. Sacha Guitry, était plutôt prodigue qu'avare, avait souvent des ennuis avec la banque, on lui reprochait de faire des chèques sans provision. Il gagnait beaucoup d'argent, mais il en dépensait encore plus pour s'acheter des tableaux, faire des cadeaux aux femmes qu'il aimait. Et un jour, il aurait dit, on ennuie les gens qui font des chèques sans provision, pourquoi n'ennuie-t-on pas les gens qui font des provisions sans chèque? Bon, je trouve ça fort juste. Et bien de même, la pudeur n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'extrémité duquel il y aurait l'obscénité, et à l'autre extrémité duquel il y aurait la pudibonderie ou la pruderie. Non, la pudeur est au sommet d'un triangle bâti de telle sorte qu'il y a une proximité entre l'obscène et le prude. Pourquoi? Parce qu'il me semble que ni l'obscène ni le prude ne sont désirables, justement. Il me semble que l'obscène n'est pas désirable parce qu'elle montre trop vite et que par conséquent elle coupe l'herbe sous les pieds du désir. L'obscène, c'est le fait de mettre la scène devant, et en effet, comme le rappelait Robert hier, eh bien, le désir est un désastre, et dans le mot même de désir, il y a quelque chose de l'ordre du manque, n'est-ce pas? Désidérer, ça veut dire regretter l'absence de, ou souhaiter la présence de desiderium, qui veut dire le manque de la. Sidus sideris, c'est l'astre, les espaces sidéraux, D, un préfixe qui désigne l'absence. Manière de rendre tout de même hommage à Platon, qui disait qu'on ne peut désirer que ce dont on manque. Alors pour moi, le désir n'est pas que manque, il est aussi richesse, n'est-ce pas? Mais il est tout de même manque. Je ne désire pas être professeur de philosophie, je le suis. Je peux continuer, je désirais continuer de l'être, mais je ne peux pas désirer l'être. Je ne désire pas porter cette cravate, je la porte. Ce qui est peut-être une erreur, enfin, pas me prendre en otage là-dessus. Par conséquent, on ne peut désirer que ce dont on manque. Alors c'est vrai qu'il y a aussi de la possession dans le désir. Vous vous souvenez que Platon, dans le banquet, nous dit la généalogie d'Eros, la généalogie du désir. Enfin, c'est plutôt Diotime qui raconte ça, hein, une philosophe. Et alors, Diotime nous dit que Eros est le fils de Poros et de Pénia. Pénia, sa mère, qui veut dire le manque, la disette. Et Poros, son père, qui veut dire la richesse, la plénitude. Et on raconte que, en l'honneur d'Aphrodite, de la naissance d'Aphrodite, les Olympiens, les dieux et les autres Olympiens, font une grande fête sur l'Olympe, et que Pénia, dont le nom signifie le manque, alors qu'il est un personnage efflanqué, maigre, va-nu-pied, qui mendie toujours de l'amour et à qui on n'en donne jamais, eh bien, va profiter de l'ivresse et du sommeil de Poros. Poros s'étant enivré de nectar, tellement qu'il s'endort. Donc, Pénia, c'est le manque éveillé, Poros, c'est la plénitude endormie. Et Diotime nous raconte que Pénia, profitant du sommeil de Poros, s'allongea contre ses flancs et fut grosse
d'Eros. Donc elle le viole plus ou moins pendant son sommeil. Et Diotime d'ajouter que Eros ressemble à la fois à sa mère et son père. À sa mère, c'est-à-dire qu'il est manque, mais aussi à son père parce qu'il est richesse, et quand on désire quelque chose, eh bien en effet, cela nous donne une plénitude, une joie d'être. Voilà pourquoi il me semble que Platon est le plus grand philosophe du désir, et non pas Spinoza, et non pas Lévinas. Car Spinoza me semble trop insister sur la richesse, et Lévinas me semble trop insister sur le manque. Mais alors en effet, voilà pourquoi l'obscène n'est pas désirable, c'est précisément parce qu'elle montre trop vite. Jacques Derrida définissait à la fin de sa vie le désir comme l'attente de ce qui n'attend pas. Je trouve cette définition absolument extraordinaire, parce que à la fois j'ai envie de voir, mais en même temps je n'ai pas envie de voir trop vite, voyez. Et en effet, pour prendre une image triviale, je ne crois pas que les vaches soient l'objet de grands fantasmes chez les taureaux, je ne crois pas que les mamelles des vaches soient l'objet de grands fantasmes chez les taureaux, ils les ont toujours sous les yeux. En revanche, je sais que la poitrine féminine est l'objet de grands désirs chez les hommes, non pas bien qu'elle soit voilée, mais parce qu'elle est voilée. Et les anthropologues nous apprennent que le statut du sein n'est pas le même dans les sociétés, selon que le sein féminin est montré ou qu'il est caché. Donc je ne désire pas ce sein bien qu'il soit voilé, mais peut-être parce qu'il est voilé. Or, l'obscène coupe l'herbe sous les pieds du désir. Elle montre très vite les objets que je n'ai pas le temps d'en manquer et de les imaginer, car il n'y a pas de désir sans imagination. Et pour que j'imagine, il faut précisément que je ne vois pas ce que, cependant, j'imagine. Il me semble que rien n'est moins érotique qu'un camp de nudistes ou qu'un camp de naturistes, ou bien vite on en arrive à le triste constat que nous sommes tous un peu faits pareil. Alors que je trouve très érotique la plage où en effet on aperçoit mais on ne voit pas tout. Georges Moustaki, qui n'était pas du tout un pudibond, un prude, mais plutôt un libertin, avait dit à la fin de sa vie je n'aime pas le sein nu car d'abord les femmes de ma génération ont abîmé la plus belle partie de leur anatomie. Et puis je suis jaloux qu'elle l'ait montré si facilement au dieu Apollon quand j'aurais aimé qu'elle me le réservât. Il a ajouté aussi à la fin de sa vie, je n'aime pas le string déshabille les femmes avant moi, c'est pas du jeu. Et par conséquent, il faut du mystère pour qu'il y ait du désir, et l'obscène empêche ce désir. De l'autre côté, la prude ou la pudibonde, eh bien, finit par décourager le désir. À force de voiles, qui sont beaucoup plus de voiles, eh bien, on finit par se décourager d'imaginer ce qui est caché. Nous ne sommes pas tous des Frédéric Moreau, prêts à attendre toute notre vie la femme que nous aimons. Et voilà pourquoi il me semble que seule, en effet, la pudique est désirable, parce qu'à la fois elle montre et elle cache. L'obscène montre ce qu'il faudrait cacher, la prude cache ce qu'elle pourrait montrer. Qu'est-ce qu'une femme pudique, sinon une femme qui à la fois montre et cache? Et il se trouve que l'un des philosophes qui a le mieux dit cela, et cela sera peut-être une surprise pour vous, c'est Emmanuel Kant, qui ne passe pas en matière d'érotologie comme le plus savant des philosophes, vous savez. Mais dans un petit texte de conjecture sur le début de l'histoire de l'humanité, notre auteur, Emmanuel Kant, se montre d'une étonnante expertise, je trouve, en matière d'érotisme, lorsqu'il dit la feuille de figuier. La feuille de figuier, c'est la feuille qui va venir au sexe d'Ève et au sexe d'Adam après qu'ils ont croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal. La feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation, dit Kant. Outre la décence, elle permit le désir. Et Kant d'ajouter, l'objet étant désormais soustrait au sens, put devenir objet de désir. Alors, quel est l'objet qui est soustrait au sens, c'est-à-dire enlevé au sens par la feuille de figuier ou la feuille de vigne? C'est le sexe d'Ève pour Adam et le sexe d'Adam pour Ève. On peut supposer qu'au jardin d'Éden, avant qu'il ne croquasse le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam voyait le sexe d'Ève, Ève voyait le sexe d'Adam. Mais juste après qu'ils l'ont croqué, ils ont honte, ils ont gêne et le couvrent. Et donc la feuille de figuier prive Adam de la vue du sexe d'Ève. Et comme il le dit, l'objet étant désormais soustrait au sens, put devenir objet de désir. On ne désire pas bien que ce soit caché, mais parce que c'est caché. Ce qui est un peu étonnant dans le texte de Kant, et je vais prendre le risque d'une impudicité,
Mais c'est toujours le problème du philosophe qui cherche la vérité, et la vérité en grec c'est aletheia qui veut dire le dévoilement. On dit que la vérité sort toute nue du puits. Et parfois on est un peu tiraillé entre les devoirs qu'on a vis-à-vis de la vérité et les devoirs qu'on a vis-à-vis de la pudeur, vous voyez. Eh bien, il se trouve que Kant, dans ce texte étonnant, met sens au pluriel et pas au singulier. La feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation. Outre la décence, elle permit le désir, l'objet étant désormais soustrait au sens, put devenir objet de désir. Si Kant avait mis sens au singulier, au sens, on aurait tout de suite pensé à la vue. Mais il me semble qu'on a 5 sens. Et c'est pour Kant une manière de murmurer que la feuille de figuier arrachait le sexe d'Ève, non seulement à la vue d'Adam, mais aussi à son toucher, à son odorat, bon, à son ouïe, mais aussi à son goût. Ce qui fait Kant ici faire référence à des pratiques amoureuses que la pudeur m'empêche de trop bien vous décrire. Et donc voilà en effet pourquoi, comme le disait Louise de Villemorin, la pudeur fait le prix des abandons et le charme de l'amour. C'est parce que précisément il ne s'est pas abandonné tout de suite, elle ne s'est pas abandonnée tout de suite, que croît le désir et la désirabilité d'un objet est d'autant plus grand que cet objet est resté longtemps inaccessible, ce qui m'a fait en effet imaginer. Arletty disait la même chose en termes plus arlétiens, plus crus, laquelle donnait un jour des conseils en matière d'amour à une jeune actrice, et Arletty de dire à cette jeune fille « Ma belle, jamais le premier soir. Même s'il te plaît, même si tu l'as dans la peau, fais-le mariner 24 heures, tu transformeras un baiser en homme amoureux. » Eh bien, quand Arletty et Louise, même chose. Et alors, en effet, voilà pourquoi il ne faut pas confondre la pudeur et la pruderie, qui est la marâtre du désir quand la pudeur en est la mère. Car dans la pruderie, je dirais que c'est l'institutionnalisation de la pudeur, la réduction de la pudeur à des gestes sociaux. La pudeur est un mouvement spontané, hein. Il y a quelque chose qui fait que je suis gêné que vous ayez vu ci de mon corps ou de mon âme. Alors que la pruderie, la décence, la pudibonderie, c'est quelque chose comme une stérilisation, une socialisation de la pudeur. Et il est bien évident que la prude ou la pudibonde ou la honteuse ne sont pas désirables. Deux dernières distinctions pour finir, pour essayer d'encore peut-être entrer mieux dans cette en effet très délicate pudeur. Il me faut encore distinguer la pudeur de la coquetterie et la pudeur de l'escartefiguerie. Tout d'abord, la coquetterie. En effet, parce que la pudique a compris le charme de la pudeur, eh bien, elle va faire semblant de l'être. La coquetterie, c'est une fiction de pudeur. Étant donné que la pudeur est désirable, parce que qu'est-ce que ça doit être attirant, ce qu'elle cache, pour qu'elle le cache, eh bien, la coquette va instrumentaliser la pudeur pour susciter le désir. Ce qui est donné a d'autant plus de valeur qu'il se fait attendre. Mais la coquette, c'est celle qui, justement, va calculer l'attente. La pudeur, pour qu'elle reste pudeur, il faut qu'elle soit spontanée. Mais elle peut se transformer en coquetterie, justement, quand elle devient consciente d'elle-même. Il y a chez la coquette une simagrée, un calcul, qui sont contemporains d'une certaine froideur, d'une certaine lucidité, toute chose qui l'oppose à la pudique, qui elle est troublée, qui ne sait pas bien ce qui lui arrive. En effet, la coquetterie, c'est une parodie de pudeur, une fiction de pudeur. C'est une pudeur qui dégénérerait en jeu. Il y a un point commun, en effet, entre la pudeur, entre la pudique et la coquette, c'est qu'elles baissent les yeux ou qu'elles enlèvent la main qu'on a prise. Mais à peine la coquette a baissé les yeux qu'elle songe déjà à les relever pour voir l'effet produit. À peine la coquette a-t-elle enlevé la main qu'elle attend qu'on la reprenne. La coquetterie, c'est une réserve qui s'annonce à grands cris. C'est la mise en scène d'une gêne qui n'est que fictive. La coquetterie est une intention de montrer, alors que la pudeur, elle, est véritablement une intention de cacher. La coquetterie, c'est une manière de cacher pour mieux montrer. Et je dirais que même si on peut aimer la coquetterie,
elle n'a jamais ce charme, je trouve, de la pudeur. Un bouton de trop est ouvert à la gorge de la pudique, au moment où elle s'en rend compte, très vite elle essaie de discrètement le refermer. Un bouton de trop est ouvert au décolleté de la coquette, elle espère qu'on regarde et est prêt à en déboutonner un de plus si le regard ne vient point. Mais je termine par une dernière distinction, pas assez travaillée par la tradition philosophique, car les philosophes ont travaillé la distinction de la pudeur et de la honte, de la pudeur et de la coquetterie, de la pudeur et de la pruderie, mais pas la distinction de la pudeur et de l'escartefiguerie. C'est là encore chez Pagnol qu'on trouve cette distinction, cette fois-ci non pas dans le premier roman, dans la première pièce de théâtre des trois, Marius César, mais dans le troisième, dans César. Et voilà ce que dit César, entouré de tous ses amis. Monsieur Brun, soyez-vous. Monsieur Brun, mon petit Césarlot, est parti ce matin avec ce vaurien de petit chauffard. Le petit Césarlot a révélé le but de ce voyage, une visite à un ami. Eh bien, selon moi, cet ami I est une amie IE. Escartefigue. Et moi, je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami I, il n'y a pas de raison de croire qu'il va voir une amie IE. Et pour quelle raison ne pas le croire, César? Mais parce que par pudeur, il ment. Mais sais-tu ce que c'est que de mentir? As-tu déjà entendu parler du mensonge? Escartefigue. Ah là, César, tu vas un peu loin. Moi, il me demande si j'ai entendu parler du mensonge. À moi qui le connais par cœur et qui le pratique depuis mon enfance, mais j'ai menti à ma nourrice, à ma mère, à mon père, à mes frères, j'ai menti à mon quartier-maître, j'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes amis. Les amis, oh, Escartefigue, oui, oui, oui. J'ai menti à tous et en ce moment même, peut-être que je vous mens. Et il vient me dire en pleine figure que je ne connais pas le mensonge. César, Monsieur Brun, après cet aveu qui est peut-être un nouveau mensonge, il me paraît difficile de mettre en cause sa qualité de menteur. Panis. Et ce menteur affirme que Césario ne ment pas. Mais pourquoi Césario te mentirait-il à toi, César? Et César répond, je te l'ai déjà dit, mais c'est un mot qui t'échappe complètement par pudeur. La pudeur, c'est un sentiment délicat et nuancé, un sentiment très fin et très joli. La pudeur, c'est tout le contraire de l'escartefiguerie. On raconte que la belle Pauline de Théus et le bel Angelo tombèrent amoureux l'un de l'autre au premier regard et que leur désir fut si grand que très vite ils eurent envie de cueillir dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. Cependant, jamais Angelo et Pauline ne cueillirent dans les doux fruits, l'un dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour, car ils étaient si pudiques qu'ils en sont devenus presque honteux et prudes. La pudeur est sans doute la plus belle, la plus érotique, la plus troublante des vertus. Pour rester désirable, il faut qu'elle se situe sur cette ligne de crête entre deux abîmes que sont ceux de l'obscénité et ceux de la pudibonderie. Merci de votre attention.